S'il y a des retardataires, ils prendront en cours de route. Le programme est dense, donc on s'y attaque. Il y aura une petite phase de questions-réponses, bien sûr, à la fin. Donc, n'hésitez pas à noter vos petites questions au fur et à mesure, et puis je me ferai un plaisir de répondre à tout ça. L'objectif aujourd'hui, c'est que je vous présente les nouveautés d'iOS 14 et donc les opportunités que ça peut représenter pour nous, développeurs d'applications, éditeurs et aussi bien en tant que conseil auprès du client en phase d'avant-vente ou même en phase de réalisation d'une application ou dans le cadre d'évolution. On va recontextualiser un petit peu tout ça avec une petite timeline que j'aime bien utiliser pour présenter l'agenda habituel qu'on a chaque année. Finalement, avec Apple, ça commence à être une machine bien rodée depuis 10 ans. On a la présentation de la nouvelle version en juin. On a une bêta grand public sur l'été, sur la période de juillet-août. Une version finale qui est disponible courant septembre, quasiment mi-septembre depuis 6 ans, je crois. Après, on a vers février, on commence à avoir une obligation. Alors, il n'y a pas de communication officielle à ce jour de la part d'Apple, mais c'est très souvent vers cette date-là que les nouvelles applications doivent être compatibles à iOS 14. Donc, par nouvelle application, j'entends des applications qui n'existent pas encore sur le store, qui vont vraiment être à leur première soumission. Apple impose que ces applications-là, courant février, soient déjà compatibles avec iOS 14. Et puis enfin, en mai, histoire de ne pas prendre trop de retard, c'est le tour des anciennes applications. Donc sur ces deux jalons-là, c'est encore spéculatif, mais c'est très souvent ce qui est mis en place et c'est ce que fait Apple chaque année. Donc pourquoi parler d'iOS 14 aujourd'hui? On est en décembre. Ça va faire à peu près 3 mois, jour pour jour, qu'iOS 14 est sorti. Et 3 mois après sa sortie, on est déjà à un taux d'adoption d'à peu près 80%, comme vous pouvez le voir selon le graphique. Il y avait déjà un petit peu d'iOS 14 qui tournait en prod avant la release officielle, forcément, c'était la bêta. Autour d'une semaine avant, on voit une augmentation significative. Ça, c'est quand il commence à y avoir la version quasi finale d'iOS 14. Et puis après, on voit le déploiement progressif sur les 3 derniers mois. Pour l'instant, ce n'est pas des chiffres officiels d'Apple. Les derniers chiffres officiels datent de juin. C'est des chiffres qui sont issus de Mixpanel et qui fait quand même figure de référence en matière de statistiques sur les versions d'OS disponibles. Tout ça pour dire que iOS 14 est largement déployé et donc qu'il y a un vrai intérêt à commencer à utiliser des fonctionnalités spécifiques à cette version d'OS. Quelles nouveautés apporte iOS 14? Tout un tas de nouveautés. On ne va pas toutes les balayer parce qu'il y en a certaines qui sont des nouveautés qui sont purement dans l'expérience utilisateur. Le fait d'avoir une application de traduction, par exemple, le fait de pouvoir changer son navigateur ou son client mail par défaut. Tout ça, c'est des nouveautés qui sont très orientées utilisateurs. Nous, on va s'intéresser à 3 nouveautés plus particulièrement, qui sont les widgets, les app clips et également une petite précision sur la partie vie privée. Il y a eu des petites améliorations. Comme vous le verrez tout au long de cette présentation, les utilisateurs Android, vous aurez certainement une impression de déjà-vu. C'est assez normal. La convergence des OS est de plus en plus une réalité. On voit que les OS s'inspirent les uns des autres et que petit à petit, chacun s'inspirant des autres, on retrouve des fonctionnalités assez similaires d'un OS majeur à un autre. Et nous allons donc passer dans le vif du sujet avec, pour première partie, les widgets. Donc les widgets, même si on se dit waouh, c'est nouveau dans iOS 14, c'est quelque chose de vraiment innovant. Alors c'est vrai que sur Android, ça existe depuis la toute première version d'Android quasiment, genre depuis 2009 ou un truc comme ça. Donc c'est pas une nouveauté pour les utilisateurs Android. Pour iOS, c'est même pas vraiment une nouveauté puisque finalement ça existait depuis iOS 8 en 2014, qui est sorti en 2014. Ça s'appelait les Today Extension à l'époque et c'était restreinte à la Today View. Alors qu'est-ce que la Today View? C'est cette vue qui était quand on était sur la première page de l'iPhone et qu'on scrolle vers la gauche, qui permettait d'afficher le moteur de recherche et on pouvait afficher des widgets à cet endroit-là sur l'iPhone. Et sur l'iPad, c'est sur l'écran principal, il y a un petit panneau qu'on peut déployer aussi et avoir quelques widgets, enfin semblant de widgets. C'était pas forcément une technologie qui fonctionnait bien, c'était un peu poussif, il n'y avait pas beaucoup de guidelines en termes graphiques, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait et du coup, ça
pas vraiment, décollé et puis surtout c'était très isolé, c'était mis vraiment à part, de l'écran d'accueil et donc on pouvait pas vraiment customiser trop les tailles, les positionnements, les mettre à côté des applications et cetera. Donc quelque chose de très limité et finalement qui a jamais vraiment, bien décollé. Aujourd'hui, on a une version 2 des widgets sur iOS, on va appeler ça comme ça et donc on peut maintenant mettre directement à côté des icônes de nos applications sur ce fameux Springboard, sur l'écran d'accueil. On va pouvoir positionner des widgets à côté des applications. Sur l'iPhone uniquement, malheureusement, sur l'iPad, les widgets restent restreints à la To-Do View pour le moment, certainement pour des problématiques de taille et d'écran. Pour l'instant, en tout cas, il y a pas de possibilité de le faire sur iPad. Peut-être qu'iOS 15 apportera ce support, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Un widget doit répondre à certaines caractéristiques et nous allons maintenant passer en revue les caractéristiques importantes d'un widget qu'on doit prendre en compte au moment de sa conception pour pouvoir définir un widget qui soit à la fois utile et utilisable par l'utilisateur. Première caractéristique, un widget doit être synthétique. Donc l'objectif d'un widget, c'est surtout d'obtenir de l'information directement sur son écran d'accueil sans avoir à ouvrir l'application. Donc il faut réussir à donner exactement le minimum d'informations qui permettent à l'utilisateur de déverrouiller son téléphone, regarder son widget, obtenir l'info qu'il voulait et puis refermer, reverrouiller son téléphone. Donc c'est un savant dosage à trouver. Quelques exemples sur le screenshot que vous voyez à droite, de l'application podcast qui me permet de savoir qu'il me reste par exemple 32 minutes sur un podcast à lire ou alors qu'il y a un ajout récent sur un autre podcast que je suis. Le widget calendrier qui va me permettre de savoir que demain, je dois aller boire le café de telle heure à telle heure. Ou alors le widget, donc ça c'était deux widgets natifs. Ou alors un widget tiers, par exemple, c'est le widget de Twitch qui me permet de savoir qu'un de mes streamers favoris stream de 23h30 à 1h30. Donc tout ça rapidement, directement sur l'écran d'accueil, je peux avoir ces informations-là. Comme je disais, c'est un savant dosage. Il ne faut pas tomber dans l'excès et vouloir afficher trop d'informations, auquel cas l'utilisateur finalement, il passerait énormément de temps à analyser, à comprendre ce qu'il y a comme info dans ce widget. Donc on perdrait l'objectif de la rapidité. Une autre caractéristique d'un widget, c'est sa pertinence et d'afficher des informations qui soient le plus contextuelles possible. Comme vous pouvez le voir sur le widget, vous le reverrez un peu dans d'autres circonstances, dans d'autres situations par la suite, c'est le widget météo qui le soir, vous voyez à partir de 21h, va commencer à me donner des informations plus contextuelles en me disant voilà, demain il fera moins froid avec une température maximale de 7 degrés. Donc là, on conçoit le widget dans une optique d'utilisation en fonction de l'heure et à quel moment l'utilisateur va s'intéresser à lire ce widget. Tous ces widgets, on va leur donner un petit peu d'intelligence aussi, et vous le verrez avec des exemples par la suite. On va pouvoir apprendre au système les habitudes de l'utilisateur. Les widgets peuvent être positionnés à l'intérieur d'une Smart Stack et justement cette Smart Stack, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est une pile de widgets et à un instant T, il n'y a qu'un seul widget qui est affiché, mais le système va pouvoir faire tourner les widgets. Comme vous pouvez le voir sur le côté, il y a des petites pastilles ici qui laissent entendre qu'il y a d'autres widgets derrière. Je peux les scroller au doigt, mais ils vont également tourner automatiquement en fonction de mes habitudes. Pour agir sur la présence d'un widget, en tant que développeur, on peut utiliser deux mécanismes, attribuer une importance au contenu qu'on va afficher. Donc c'est une pondération qui est faite par le système à partir d'un score et d'une durée qu'on va indiquer. Et on peut également, comme je vous le disais tout à l'heure, apprendre au système les habitudes de consommation de l'utilisateur. Et on va justement s'intéresser à un exemple un peu plus concret. Cette intelligence, elle est faite grâce à quoi? Grâce au machine learning. Donc, c'est plus un buzzword, hein, maintenant on en voit un peu partout. Et donc le machine learning va nous permettre quoi? Bien d'apprendre des habitudes de l'utilisateur. Pour ça, on va se figurer un utilisateur qui va consulter la météo. On reste sur cet exemple qui est assez trivial, mais qui permet de bien comprendre à quel moment l'intelligence, le machine learning va rentrer en jeu. Donc mon utilisateur va ouvrir l'application météo et va consulter la météo à Paris le lundi matin à 9h et il s'avère qu'il le fait sur son lieu de travail. Sur sa pause déjeuner, il regarde la météo à Montréal et puis le lendemain, même chose, il va consulter la météo de Paris, toujours sur son lieu de travail. Le soir, il va consulter la météo à Londres, puis le surlendemain encore la météo à Paris et ainsi de suite. On peut le voir que dans cette frise temporelle, il commence à y avoir un usage qui se dégage et des données qui sont à mettre en avant finalement. L'utilisateur, il consulte la météo très souvent le matin
et très souvent quand il est au travail. Là, vous avez un exemple de mise en situation d'un usage de l'utilisateur, d'une habitude de l'utilisateur, consulter la météo le matin lorsqu'il est au travail. Et grâce à ça, le système, à partir des moments où on lui fournira cette information, il sera capable de faire remonter le bon widget au bon moment. Et tout ça grâce aux technologies qui sont derrière Siri. Donc ça peut être aussi une opportunité de faire un premier pas vers une intégration avec Siri, l'assistant intelligent d'Apple. Un widget également doit être personnalisable. Alors là, vous pouvez le voir avec deux exemples déjà sur le widget bourse. On peut configurer sa taille. Donc là, vous voyez deux exemples, la taille small et la taille medium. Et on peut également personnaliser le contenu. Là, je suis un symbole boursier uniquement. Ici, j'ai un ensemble de symboles qui sont affichés. Et vous voyez même qu'en fonction de la taille du widget, le contenu va s'adapter pour m'offrir plus ou moins de contenu et que je vois plus ou moins de contenu en fonction de la taille. Encore ce fameux widget météo. Deux autres exemples de taille, donc la taille médium et la taille large, qui permettent donc d'avoir un peu plus de contenu. Et comme vous pouvez le voir, plus j'ai d'espace, plus le widget va m'afficher du contenu. Et bien sûr, sur le widget météo, on peut aussi personnaliser la ville, ce qui permet de renforcer ce sentiment de personnalisation au niveau du contenu du widget. Une même application peut proposer plusieurs widgets. Là, alors, je me suis essentiellement focalisé sur des exemples issus du système. C'est des applications natives d'Apple. Ça permet d'avoir des vrais exemples qui respectent les guidelines d'Apple. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc là, c'est le widget horloge, tout simplement, qui me permet de soit afficher l'heure d'une seule ville ou l'heure de plusieurs villes. Et vous voyez également que dans le cas de ce widget-là, le contenu va s'adapter à la taille que je lui ai donnée. Pour ceux qui ne sont pas iOS user, on va dire, petit écran pour vous donner un peu de contexte sur la customisation de ces widgets. Quand on va accéder à la bibliothèque de widgets, on va avoir ces écrans-là qui vont nous permettre de mettre en avant les différents widgets disponibles pour une application et de pouvoir choisir celui qu'on veut. Et donc là, vous voyez le cas du widget horloge et donc les différents états et les différentes configurations possibles avant de pouvoir l'ajouter sur l'écran d'accueil. Maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'on pouvait faire avec un widget, ce qu'on pouvait afficher comme contenu, les bonnes caractéristiques d'un bon widget, on va maintenant s'intéresser aux interactions qu'on peut avoir à ces widgets. Et en réalité, on va se rendre compte qu'elles sont très limitées. Un widget, c'est surtout là pour afficher une information statique et très peu pour interagir dynamiquement avec ce widget. En effet, on ne peut pas mettre de composants pour faire du scroll, on ne peut pas mettre de composants interactifs comme un bouton, un switch, segmented control, un slider, etc., etc. On ne peut pas mettre de vidéo ni d'image animée. Donc là, vous allez me dire, on est quand même très limité. Oui, mais ça fait partie des principes qu'Apple a voulu mettre en place pour ces widgets. Ça vient dans les fondements même de la technologie qu'ils utilisent. Pour pouvoir avoir des widgets performants, ils ont préféré simplifier au maximum le cadre de développement des widgets pour éviter d'avoir des usines à gaz sur votre Springboard qui consommeraient toute votre batterie et où finalement vous finiriez par plus les utiliser parce que ça entache l'expérience que vous avez à utiliser votre téléphone. Donc finalement, un widget, on peut voir ça comme un launcher. C'est plein de petits boutons, ou plein de gros boutons plutôt, qui vont nous permettre de lancer l'application dans des endroits particuliers. C'est très similaire à la notion de deep link qu'on va retrouver dans d'autres endroits, dans des notifications par exemple. Et avec la contrainte particulière qu'en taille small, on ne peut avoir qu'une seule zone de tape, et en taille médium et large, on pourra avoir plusieurs zones de tape. Bien sûr, le nombre de zones de tape sera proportionnel à la taille du widget. Plus le widget est grand, plus on peut imaginer mettre de zones de tape, mais il faut quand même savoir se réfréner, se limiter. Sinon, ça va devenir de plus en plus dur pour l'utilisateur de cliquer sur les boutons et d'identifier où s'arrêtent les zones de tape. Petite remarque à son importance, parce que quand on a l'habitude d'utiliser des widgets côté Android et d'avoir des composants, enfin des fonctionnalités très avancées, pouvoir jouer avec un player, faire play pause, etc., etc., on ne pourrait pas faire ça, en effet, dans un widget sur iOS, du fait de ces contraintes, du fait qu'un widget est surtout là pour servir de deep link, servir de point d'entrée dans votre application. Comment on alimente le widget avec du contenu? Le plus possible, on va fournir à l'avance du contenu au widget. Si possible, sur plusieurs jours même. Le principe, c'est qu'un contenu qui est affiché dans un widget, il va être horodaté. On va dire au système,
Cette information doit être affichée à 14 h, à 15 h, à 16 h. Exemple, la météo, on est sur une donnée qui est quand même plutôt prévisible. Donc le widget météo va pouvoir préparer le système et préparer un ensemble d'états de ce widget bien à l'avance en fonction des prévisions météo. Ça permet d'avoir des widgets qui sont très réactifs, qui ne vont pas redemander un effort supplémentaire au système pour recalculer une donnée à un instant T. On va pouvoir préparer le plus en amont possible cette donnée-là. Bien sûr, si on a besoin de rafraîchir exceptionnellement le widget pour afficher un contenu spécifique à un instant T, on peut. Il y a des possibilités de le faire soit depuis l'application principale, parce qu'il y a eu une action utilisateur qui a modifié un contenu ou quelque chose de ce genre, ou alors la réception d'une notification qui pourrait par exemple réveiller l'application pour déclencher un rafraîchissement parce qu'on a reçu une push notification sur une news, un score d'un match de foot, ce genre de choses, et pouvoir afficher cette information-là au sein du widget. Attention, très important, les widgets ne sont pas faits pour avoir une mise à jour en flux tendu et en continu. Pour des questions de performance, et puis parce que la technologie même qui est à la base des widgets ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas fait pour avoir une expérience, par exemple, de running en temps réel. Je suis en train de courir et je vais pouvoir voir exactement la vitesse, depuis combien de temps je cours, etc., etc. C'est pas fait pour ça, un widget. Quelques recommandations graphiques avant de conclure. Pour les widgets, Apple recommande de supporter le dark mode. C'est pas obligatoire, c'est vraiment une recommandation. J'ai trouvé qu'à peu près la moitié des widgets d'Apple supportaient le dark mode et encore, donc il n'y a vraiment pas d'obligation, c'est juste un nice to have. Utilisez autant que possible la police officielle d'Apple, qui est la police San Francisco, et les FCF symboles, qui est une police qui permet d'inclure des symboles typiques, on va dire des flèches, un bouton pour un petit cœur pour mettre en favori, une étoile, ce genre de symboles assez classiques qu'on retrouve dans des applications. Utiliser des logos si ça apporte du contexte, même si on est sur une application qui a pour vocation à mettre en avant ces logos au sein de l'application. Sur les widgets, il faut quand même savoir se réfréner là aussi et pas vouloir mettre trop d'informations, ne mettre un logo que si ça apporte du contexte finalement à l'utilisateur et à l'information que l'utilisateur est en train de consommer. Également, ne pas hésiter à surprendre l'utilisateur avec un traitement graphique particulier. Typiquement, le widget calendrier, quand il y a un anniversaire, il va afficher un petit paquet cadeau à côté de l'événement. C'est des petits détails comme ça qui font que l'utilisateur va avoir l'œil qui va s'accrocher sur le widget un peu plus, parce qu'il va se rendre compte qu'il y a un traitement un petit peu différent qui est fait à ce moment-là. Voilà qui conclut sur cette présentation des widgets. Finalement, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est une opportunité de mettre en avant la marque ou le service qui est rendu par l'application. En effet, selon Apple, un utilisateur consulte en moyenne 90 fois son téléphone par jour, parfois une fraction de seconde, entre guillemets, le temps de regarder une notification. Donc, il y a là une opportunité d'avoir une présence bien mise en avant et bien identifiée par l'utilisateur. Il ne faut pas oublier qu'il faut aller à l'essentiel et offrir de la valeur ajoutée, sinon le widget ne sera tout simplement pas utilisé. Si le widget ne m'apporte pas une aide et ne me permet pas de gagner du temps, je ne l'utiliserai pas. Et finalement, ne pas hésiter à apprendre des habitudes de l'utilisateur, et ça peut permettre de faire un premier pas vers l'intégration de Siri en renseignant au système quelles habitudes de consommation a l'utilisateur. Voilà qui conclut la partie sur les widgets et qui nous amène à notre deuxième partie sur les app clips. Les app clips, pour les utilisateurs Android, c'est ce qui s'approche très certainement le plus des instant apps. Ça a été annoncé il y a quelques années, je dirais peut-être il y a 3-4 ans. Côté Android, les instant apps, le principe, c'était de cliquer sur une URL et d'avoir une application qui se lance plutôt que d'avoir le site internet, et donc d'avoir une expérience native, un bout d'application accessible depuis une URL. Finalement, c'est un peu le même principe donc de ces app clips. Avoir une version simplifiée de l'application, accessible de manière situationnelle. Et c'est sur ça qu'Apple mise énormément et fait énormément de recommandations, c'est de vraiment accentuer le côté situationnel. Beaucoup des exemples des app clips et au niveau même des technologies qui sont à la base des app clips, c'est des technos qui nous poussent à faire du situationnel. Par exemple, quand on va être au restaurant et qu'on va vouloir payer sa commande, quand on va vouloir louer un vélo ou une trottinette, ou bien accéder à un contenu audio dans un musée. Tout ça, on est en situation de mobilité, on a
quelques secondes, quelques minutes pour effectuer l'action. L'app clip est là pour accélérer l'expérience de l'utilisateur, au même titre que les widgets finalement nous permettaient d'accélérer l'accès à une information. Les applis permettent d'accélérer l'expérience et de pouvoir aller plus vite à l'essentiel et pouvoir vite refermer le téléphone et le remettre dans sa poche. Les app clips reposent sur un système d'URL qui doivent être configurés dans l'App Store Connect. Donc pour ça, il y a tout un tas d'interfaces que je ne présenterai pas ici parce qu'elles sont très longues et très complexes, mais qui permettent de configurer les app clips et les schémas d'URL auxquels on va répondre pour pouvoir être affiché par le système. Bien sûr, comme pour les widgets, une application peut proposer plusieurs app clips. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous verrez même que dans certains cas, notamment dans le cas d'une chaîne de restaurants, ce sera d'autant plus pertinent d'avoir, ou d'une chaîne de café, connue ou pas connue, d'avoir un widget spécifique, pardon, un app clip spécifique au restaurant ou au café qui se trouve à un lieu précis. Vous le verrez, c'est intéressant par la suite. Pour bien comprendre ce qu'est un app clip, je vous propose une petite démo. Alors, je suis désolé pour les utilisateurs Android, vous vous contenterez des screenshots que j'ai faits. Pour les utilisateurs iOS, si vous êtes sur iOS 14, bien sûr, puisqu'on est sur une présentation iOS 14, c'est important à souligner, vous pouvez scanner ce QR code qui, normalement, devrait déjà vous avoir affiché cette petite carte qu'on appelle donc une app clip card et qui va vous inviter à jouer à ce jeu vidéo, donc Phoenix 2. J'ai trouvé cet exemple assez intéressant puisque ça change un petit peu des exemples que propose Apple qui sont très orientés expérience d'achat en magasin, et ça montre un usage très pertinent des app clips pour faire une petite démo d'un jeu vidéo. Une fois qu'on va cliquer donc sur le bouton lire que vous avez vu ici, je vais revenir un petit cran en arrière, dans ce qu'on appelle une Smart App Banner au sein de Safari. Donc il y a cette app clip card qui va s'afficher. Si on clique sur jouer, on va avoir un petit écran de chargement qui ne va durer que quelques secondes, puisque un app clip doit être limité à 10 mégas. On y reviendra par la suite, c'est très important. Là, ça y est, le jeu se lance. J'ai une petite bannière en haut qui me permet de me rappeler que je suis dans un app clip et qui me permet aussi d'accéder à la fiche Store pour télécharger l'application complète. Une fois qu'on a fini de jouer, ici j'ai un petit message qui est très bien réalisé par le jeu qui va m'inciter à télécharger le jeu complet, et en bas une petite carte pour pouvoir bien sûr télécharger le jeu. Voilà ce qu'est une app clip expérience. Donc pour ceux chez vous qui êtes sur iOS, du coup vous êtes peut-être encore en train de finir de dézinguer des vaisseaux. Je vous laisse finir et on va passer à la suite, le cycle de vie, et on va essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on vient de voir avec un schéma. Donc à l'initiative d'un app clip, on va avoir un événement déclencheur. Donc là, ce que vous venez de voir, c'était un app clip issu de Safari, mais il y a d'autres événements déclencheurs. Ça peut être un scan de QR code, ça peut être un tag NFC, ça peut être un message qu'on a reçu, ça peut venir de l'application Plan, ou ça peut même être une suggestion de Siri. Au moment où on va cliquer, on va déclencher cet événement, le système va se poser la question, est-ce que l'application complète est déjà installée? Si c'est oui, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de passer par l'app clip. L'application complète existe, elle sera ouverte et on récupérera l'information qui a été à l'initiative de cet événement. Donc ça permet d'emmener l'utilisateur au bon endroit. Si jamais l'application n'est pas installée, dans ce cas-là, comme on l'a vu précédemment, il y a la carte de l'app clip qui va s'ouvrir et qui va proposer à l'utilisateur soit de télécharger l'application sur l'App Store, et dans ce cas-là, l'utilisateur pourra l'installer, soit d'ouvrir l'app clip en cliquant sur le call to action. À la fin de son expérience avec l'app clip, l'utilisateur pourra taper sur un lien pour télécharger l'App Store, et un peu plus tard, après une période d'inactivité, l'app clip sera automatiquement supprimé par le système si le système détecte que l'utilisateur n'est pas revenu, n'a pas réutilisé de manière récurrente cette app clip. Plusieurs petits points de nuance à apporter à tout ça. En effet, si jamais on est dans un app clip qui est utilisé régulièrement, typiquement, je vais payer à chaque fois mon café en utilisant l'app clip de mon café favori à côté de chez moi. Dans ce cas-là, le système va se rendre compte que j'utilise régulièrement cette app clip, et dans ce cas-là, il fera persister un peu plus longtemps et il ne sera pas supprimé comme le serait un app clip que je n'aurais utilisé qu'une seule fois. Au moment où on va transiter de l'état app clip à l'état application, donc
ici, lors de l'installation. Si l'utilisateur avait créé des données en fonction de l'usage qu'il a fait de votre app clip, on aura l'opportunité de migrer aussi les données qu'il aura créées et qu'il aura bah, générées en utilisant l'app clip de manière à poursuivre son expérience au sein de l'application complète. Également, les permissions qui auront été demandées à l'utilisateur, comme les permissions de géolocalisation, de notification ou de Bluetooth, seront persistées et seront transmises à l'application complète une fois qu'elle sera installée. Je vous le disais, donc c'est une expérience situationnelle. Et pour ce qui est des déclencheurs, donc on a ce fameux QR code que je vous illustrerai juste après. Les Smart App Banners, donc c'est ce que vous voyez ici sur la capture d'écran. On a un petit bouton Open. Pour ça, rien de plus simple, il suffit d'ajouter quelques métadatas dans la page HTML et iOS va automatiquement afficher cette bannière. Ça peut être également dans l'application message. Donc là, vous voyez un message qui a été reçu. On peut directement ouvrir l'app clip. Ça peut être par les recommandations de Siri. Donc, étant donné qu'on peut associer un app clip à un lieu physique, Siri va pouvoir faire des recommandations en fonction de la position de l'utilisateur. Et si le système se rend compte que cet app clip est utilisé régulièrement à un endroit, dans ce cas-là, il pourra remonter automatiquement dans les suggestions de Siri. Pour ce qui est des QR codes, Apple a inventé, entre guillemets, un mix de QR code et de tag NFC, et ils ont appelé ça les App Clip Codes. Donc c'est vraiment un mix des deux. Il s'avère qu'il n'y avait toujours pas de documentation officielle qui était sortie sur ce sujet, et on l'attendait depuis juin. Elle est sortie hier. Donc, dans le cadre de la présentation, je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'il y a énormément de contraintes techniques pour ce qui est des normes de NFC à respecter, pour ce qui est des dimensions, des couleurs qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser. Bref, il y a une documentation qui est très bien faite d'Apple et qui documente exactement tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour ce qui est aussi bien du design de l'app clip que de sa mise en situation dans un lieu réel avec justement que l'utilisateur puisse y accéder facilement, à la fois que ce soit pas trop loin pour qu'il puisse le scanner ou carrément poser son téléphone dessus pour activer le tag NFC. On va passer maintenant à la phase de personnalisation. Donc la fameuse App Clip Card que vous avez vue tout à l'heure et qu'on va pouvoir configurer dans App Store Connect. On a tout un tas de critères et de paramètres qu'on va pouvoir configurer. Le titre, alors on a des limitations bien sûr pour qu'on puisse avoir un design qualitatif. Le nom est donc limité à 18 caractères. Il peut être différent du nom de l'application et c'est d'autant plus pertinent, comme je le disais tout à l'heure, si on est dans le cadre d'une application qui est destinée à être utilisée par une chaîne de restaurants. On pourra mettre le nom du restaurant ou le nom de la boutique en question. Pour ce qui est de l'image, on est sur un ratio 3:2, pas de transparence, surtout pas de texte, puisque l'image du header n'est pas localisable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être traduite. Dans ce cas-là, si on affiche du texte à l'intérieur, on ne pourra tout simplement pas le traduire pour les utilisateurs. Et il recommande du coup de mettre une belle photo, une belle illustration qui permette, quand c'est un lieu physique, de bien se rendre compte de quel lieu on parle. Pour ce qui est du bouton d'action, on est contraint et on est limité aujourd'hui à 3 verbes, ouvrir, voir et jouer. Pour l'instant, on a uniquement ces 3 options-là. Apple estime que c'est suffisant, mais ce n'est pas impossible qu'ils en ajoutent par la suite en fonction des retours que feront les développeurs. Dans le petit cadre qui se situe ici, on va pouvoir également afficher les permissions demandées par l'application, qui sont au nombre de 3, donc la géolocalisation, les notifications et l'accès au Bluetooth. Toutes les autres notifications ne sont pas accessibles pour des questions de respect des données privées. On y reviendra par la suite. Quelles sont les contraintes techniques? Pour qu'un app clip puisse se lancer rapidement, forcément Apple a dû faire des choix et a contraint le poids de l'app clip à 10 mégas. On ne peut pas dépasser ces 10 mégas et ça doit inclure aussi bien le binaire que les ressources. Donc par ressources, j'entends ressources graphiques, des icônes, des images, etc. Pour pouvoir mettre à jour son app clip, il faut forcément faire une mise à jour de l'application complète. En effet, un app clip n'existe pas sans l'application complète. Il est impossible de soumettre juste un app clip sur le store. On doit soumettre une application dans laquelle on a associé un ou plusieurs app clips. Donc une mise à jour d'un app clip équivaut à une mise à jour de l'application. On n'a pas de support pour faire de l'exécution en tâche de fond, pour pouvoir imaginer requêter des données en tâche de fond ou même jouer de l'audio.
Et les données qui sont générées au sein de l'app clip ne sont pas incluses dans la sauvegarde iCloud. Il faut donc être prudent dans les données qu'on stocke et éviter de stocker des données sensibles qui pourraient ne plus être récupérées par la suite si l'utilisateur n'installe pas l'application complète. Pour ce qui est des autorisations, on le reverra très en profondeur tout à l'heure dans la partie vie privée, mais du coup, des autorisations spécifiques sont accessibles pour les app clips. Pour les notifications, on a le droit d'envoyer des notifications jusqu'à 8 heures après l'utilisation de l'app clip. Apple estime que c'est amplement suffisant. Typiquement, dans le cadre d'une location de voiture, par exemple, si j'utilise un app clip qui me permet de faire une location de voiture, ils estiment qu'au bout de 8 heures, je pourrais recevoir une notification et que ça sera suffisant pour pouvoir me rappeler que j'ai rendu la voiture, pas rendu la voiture, etc. Donc c'est vraiment sur des petites mises en situation comme ça, ils estiment que c'est suffisant. Pour la géolocalisation, on ne peut pas accéder à la localisation en permanence de l'utilisateur, uniquement la permission pendant l'usage. Il est possible de confirmer la présence de l'utilisateur au sein d'une zone pour éviter d'avoir à lui redemander systématiquement l'autorisation d'accéder à sa position GPS. Et cette autorisation, elle est réinitialisée le lendemain à 4 heures du matin. Pareil, comme on est sur un usage contextuel et ponctuel, ils estiment que c'est suffisant pour qu'on ait pu récupérer l'information nécessaire et éventuellement confirmer que l'utilisateur il se trouve bien dans une boutique en particulier pour procéder à son achat et que ce soit pas, qu'il n'y ait pas une erreur à ce moment-là. Pour ce qui est des données privées, étant donné le caractère un peu situationnel des app clips, Apple a préféré restreindre au maximum les données privées auxquelles les app clips peuvent accéder. Donc, ils ne pourront pas accéder aux données de calendrier, de contacts, de fichiers, les données de mouvement et de forme, et ne pourront pas non plus accéder aux identifiants publicitaires qui permettent de personnaliser les publicités en fonction du device. Donc, tout ça pour des questions de respect de la vie privée. Si l'utilisateur ensuite, on arrive à le convertir et à le faire installer l'application complète, bien sûr, les autorisations préalablement données à l'app clip seront transmises à l'application complète. L'application complète pourra accéder à toutes ces données-là, mais au sein d'un app clip, c'est pas possible. Justement, la conversion d'un utilisateur. Il y a plusieurs leviers pour réussir à convertir un utilisateur. Premier levier, c'est sur la carte de l'app clip. On a un petit lien en bas qui permet d'accéder à la fiche store. Également, comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans l'expérience avec le petit jeu vidéo, on peut personnaliser et afficher au moment où on le souhaite, dans l'expérience de l'app clip, cette petite carte, cette petite bulle, pour inciter l'utilisateur à télécharger. Il est important de fournir les mêmes fonctionnalités au sein d'un app clip et au sein de l'application, de manière à ce que l'expérience que l'utilisateur a vécue au sein de l'app clip puisse être retrouvée au sein de votre application complète. De toute façon, les composants qu'on va utiliser et qu'on va développer pour l'application complète seront très certainement réutilisés pour l'app clip. Donc il y a vraiment une capitalisation qui peut être faite dans les développements entre les deux cas d'usage. Quelques recommandations de la part d'Apple. L'app clip se veut être un élément d'usage contextuel, donc il faut qu'il soit simple. Il faut qu'il ait un objectif unique et clair. Donc, au moment où on va concevoir son app clip, il faut vraiment définir le workflow le plus minimal possible pour effectuer l'action. Pas besoin de faire un onboarding fastidieux à 4-5 étapes pour expliquer pourquoi l'application elle est géniale et sur quoi il va falloir cliquer pour faire quelque chose de super. Vraiment, il faut l'emmener directement à l'endroit où il va être le plus utile, au moment où on va le transformer, on va lui faire payer son repas, lui faire louer sa trottinette, vraiment être au cœur de l'action l'action principale qui l'a amené à utiliser votre app clip. Autant que possible, ne pas proposer de création de compte ou alors le proposer à la fin du tunnel. Simplifier la navigation le plus possible. Pas d'écran de paramétrage, c'est too much au sein d'un app clip. C'est pas l'objectif. Et si jamais on veut vraiment avoir un système de login, Apple recommande d'utiliser le Sign with Apple. Forcément, ils sont sur leur plateforme, donc ils vont pousser leur technologie. Mais on peut aussi utiliser des technologies qui répondrait à du OO2 de manière assez traditionnelle. Également, encourager l'utilisateur à partager votre app clip. Comme je le disais au début, un app clip, en fait, c'est juste une URL. Je simplifie un petit peu les choses, mais finalement, quand on va vouloir partager un app clip d'un utilisateur à un autre, ça va
comment dire, se faire tout simplement par un partage d'URL. Donc, il faut inciter les utilisateurs à partager les app clips et leur offrir un moyen de le faire. Dans le cas où on serait dans un tunnel d'achat et qu'on souhaite faire du paiement, Apple recommande aussi de supporter Apple Pay, tout simplement pour faciliter encore une fois l'expérience utilisateur. Il n'y a rien de plus fastidieux que de remplir et de saisir des coordonnées bancaires. On va se tromper sur le code, il va falloir recommencer, etc. Donc, encore une fois, on veut aller à l'essentiel, on veut aller être efficace avec un app clip. Donc, Apple recommande d'utiliser Apple Pay. Enfin, un app clip doit pouvoir se lancer rapidement, comme je vous le disais, donc il doit être léger, rapide. On doit vraiment réduire au minimum les données qu'on embarque pour qu'il puisse, le minimum de données pour qu'il puisse fonctionner et éviter de faire des écrans de chargement supplémentaires qui viendraient allonger l'expérience utilisateur. En résumé, un app clip, et notamment grâce aux app clip codes, ça représente une opportunité pour les utilisateurs de découvrir des applications en situation, en contexte d'utilisation où ce serait pertinent finalement. Je suis au restaurant, je suis dans un musée, je suis en train de louer une trottinette. Cet exemple, il revient plein de fois, vous l'avez vu. Mais je suis dans une situation où j'ai besoin d'avoir accès à l'application, j'ai besoin d'accomplir une action précise, spécifique, rapidement. Donc les app clip codes, c'est une vraie opportunité dans des lieux physiques de montrer aux utilisateurs que votre application, que votre site physique, bien sûr, est compatible et met à disposition un app clip. Ça peut vous permettre aux utilisateurs de tester votre application avant son installation et peut-être de réussir à les transformer si jamais leur expérience elle a été réussie. L'app clip, c'est aussi une opportunité d'offrir une expérience native en complément d'un site web grâce justement au Smart App Banner et pouvoir éventuellement offrir de la réalité augmentée ou des fonctionnalités un peu plus avancées au travers d'une Smart App Banner. Pour aller plus loin, comme pour les widgets, la page de documentation officielle d'Apple qui est remplie de bons conseils et de bonne documentation et beaucoup de documentation surtout. Avant de conclure, on va passer à la dernière étape, dernière partie, la vie privée et donc les nouveautés qu'on a vues dans iOS 14. Comme vous le savez, Apple met un point d'honneur à respecter la vie privée, il le répète haut et fort. Ils souhaitent protéger les données de leurs utilisateurs. Alors bon, ça arrive d'avoir des failles, bien sûr, personne n'est infaillible, mais ils ont designé tout leur système pour avoir un système qui soit sécurisé et chaque version d'iOS apporte son lot supplémentaire d'informations qui permettent de sécuriser les données sensibles de l'utilisateur. iOS 14 ne déroge pas à la règle et du coup, cette année, on a pu voir arriver une petite alerte quand il y a une application qui accède au presse-papier. Donc ça a fait un petit peu scandale parce qu'on s'est rendu compte que TikTok utilisait beaucoup le presse-papier et s'amusait à aller voir ce qu'on avait mis dedans. Sachant que le presse-papier est parfois utilisé pour stocker des données sensibles, des mots de passe, ce genre de choses-là, ça peut être comment dire, une faille de sécurité assez grosse que des applications l'utilisent. Alors attention, en tant que développeur, on n'a pas d'autorisation à demander pour accéder au presse-papier, donc c'est vraiment un feedback uniquement, c'est informatif pour l'utilisateur. Nous, en tant que développeurs, ça ne va pas nous impacter, mais ça permet quand même de mettre en avant certains comportements un petit peu douteux auprès de certaines applications. Un autre indicateur, c'est l'indicateur d'utilisation de la caméra et du microphone qui permettent, quand c'est actif, d'avoir une petite pastille en haut à droite et puis de voir directement quelle application a récemment utilisé le microphone ou la caméra. iOS 14 apporte également plus d'options aux utilisateurs. Et depuis, comme je vous le disais, iOS 6, sorti en 2012, où Apple avait introduit des permissions pour accéder aux photos, calendrier, contacts, etc., Apple n'a pas cessé d'ajouter au fil des ans des restrictions supplémentaires, en tout cas des possibilités aux utilisateurs de restreindre l'accès à leurs données pour les applications. Dans iOS 14, l'utilisateur peut donc maintenant restreindre l'accès à un sous-ensemble de sa pellicule photo pour éviter que l'application puisse scraper l'entièreté de sa bibliothèque photo, tout simplement. Et au niveau de la position GPS, on va le détailler tout de suite, on peut maintenant partager une position approximative. Comment ça fonctionne? Simplement à partir du moment où l'utilisateur va dire qu'il souhaite ne partager qu'une position approximative, les coordonnées GPS de l'utilisateur vont être
rendus aléatoires, enfin vont être fournis aléatoirement dans une zone de 25 km² autour de sa vraie position. Et on va obtenir avec l'information des coordonnées GPS une précision, donc un rayon à ce fameux cercle que vous pouvez voir affiché sur la capture d'écran pour dire l'utilisateur se trouve à peu près dans cette région-là. Sachant que le centre sera bien souvent associé à un établissement public ou à un lieu à forte fréquentation. En tout cas, c'est ce qu'Apple a laissé sous-entendre pour déterminer cette position pour l'utilisateur. En conséquence, certaines fonctionnalités doivent être repensées. On n'a plus accès à une position précise de l'utilisateur et finalement, faut peut-être supprimer certaines données, typiquement ne plus afficher les distances. Si on n'est pas sûr de sa position, ça ne sert à rien de lui dire qu'un lieu est à 1 km si finalement il est à 5 km. Donc, il vaut mieux supprimer ce genre d'informations-là. Afficher la position via un cercle, comme vous pouvez le voir, plutôt que via un point. Et il reste possible de demander à l'utilisateur d'avoir une fois seulement accès à sa position GPS, juste pour pouvoir rendre certaines fonctionnalités accessibles, comme par exemple un calcul d'itinéraire. On va pouvoir redemander à l'utilisateur juste une fois, donne-moi tes coordonnées GPS, et du coup pouvoir rendre la fonctionnalité accessible. En tant que développeur, on a la possibilité également de dire que l'application n'a pas du tout besoin d'avoir une position précise. À partir de ce moment, l'utilisateur n'aura plus besoin d'indiquer dans la pop-up de consentement s'il souhaite ou non partager sa position précise. Il sera par défaut en position approximative. Bien sûr, comme à chaque fois avec les données de vie privée et les données sensibles, il est recommandé d'être le plus précis possible dans l'usage qui va être fait de ces données-là et d'expliquer le plus possible à l'utilisateur pourquoi on a besoin de cette donnée. Apple, toujours dans cette optique de donner plus d'options à ses utilisateurs et pouvoir offrir plus de visibilité à quelles données sont utilisées et quelles données sont collectées surtout, a demandé aux éditeurs de fournir plus de transparence et plus d'informations sur les fiches store. Et ce, depuis donc pas plus tard que la semaine dernière. Donc ça a été annoncé à la WWDC donc en juin. Les données ont été collectées depuis la semaine dernière pour soumettre une application. On a l'obligation de contribuer ces informations-là. Et depuis hier, Apple a annoncé que les données allaient au fur et à mesure être affichées en dessous des fiches sur lesquelles la donnée est accessible. Donc tout ça dans l'optique de donner plus de transparence aux utilisateurs pour comprendre quelles données est collectées par l'application et quelles données est associées à l'utilisateur. Dernier point de notre présentation, l'identifiant publicitaire, c'est très, très, très spécifique, mais ça a fait beaucoup de remous, on va dire, dans la presse et entre les grands du numérique. Dans cette guerre incessante pour le tracking des utilisateurs, pouvoir afficher la publicité la plus précise, c'est vraiment le cœur de métier de certaines entreprises qui vont segmenter les utilisateurs. Et du coup, l'IDFA, l'Identifier for Advertiser, qui est un identifiant qui est attribué à chaque téléphone, est une donnée ultra sensible et ultra nécessaire pour pouvoir personnaliser ces publicités. Et du coup, Apple a décidé dans iOS 14 de conditionner l'accès à cette donnée-là à un consentement de l'utilisateur. Il s'avère que ça a déclenché une énorme levée de boucliers, surtout de la part de Facebook, à tel point qu'Apple a décidé de décaler et de remettre à plus tard l'obligation d'implémenter cette pop-up. Ils reviendront vers les développeurs dans le courant de l'année prochaine, mais en tout cas, ça a fait beaucoup de remous. L'IAB, donc l'Interactive Advertising Bureau, qui est une association, l'association des publicitaires, entre guillemets, a même la branche française de cette IAB a même porté plainte auprès de l'autorité de la concurrence, estimant que Apple en fait bénéficiait de sa position de monopole sur cette plateforme et se permettait d'accéder à des données qu'elle ne fournissait pas aux autres publicitaires, donc autorité de la concurrence. Et en plus de ça, ce n'est pas interopérable avec une norme qui a créé l'IAB, qui s'appelle le TCF, qui permet justement de rendre interopérables les consentements de l'utilisateur avec les différentes régies publicitaires. Donc, affaire à suivre sur cet identifiant publicitaire. On ne sait pas si Apple va faire machine arrière sur ce point-là, mais c'était important de le souligner, tant ça avait fait débat et ça n'a pas fini de faire débat.
Voilà qui conclut cette présentation d'iOS 14. J'espère que vous avez appris des choses, qu'à minima, ça vous a donné envie d'installer des widgets sur vos téléphones et puis peut-être de découvrir des applis. Donc maintenant, si vous avez des questions, je vous propose d'y aller. Peut-être qu'il y a des questions par écrit, je vais aller regarder. Ça ressemble à quoi une URL app clip? Alors, ça ressemble à quoi une URL app clip? En fait, c'est une URL, tout ce qu'il y a de plus classique, en fait, c'est l'URL du site web. En réalité, côté App Store Connect, dans le back-office de l'App Store Connect, on va indiquer le chemin côté site web. Et d'un point de vue technique, la mise en place de l'app clip, ça nécessite tout un tas de briques. En fait, côté site web, on va devoir utiliser le fichier Apple Site Association dans lequel on va indiquer alors attention, ça va être un peu technique, je suis désolé, indiquer le bundle ID de l'application sur laquelle on a associé un app clip et même le bundle ID de l'app clip. Donc le site web va être porteur d'une information technique sur le bundle ID de l'app clip. Côté application, on va également mettre en configuration l'URL, le nom de domaine du site web avec lequel on est associé, entre guillemets. Et côté App Store Connect, on va renseigner les schémas d'URL et après, ça se base sur un système de préfixes et il va essayer de matcher le préfixe le plus complet au niveau de l'URL pour pouvoir afficher le bon app clip à l'utilisateur. Donc, c'est vraiment une configuration à plusieurs étapes. Je ne suis pas rentré dans le détail là, parce que malheureusement, je n'avais pas forcément le moyen de le mettre en œuvre, l'app clip, puisqu'il faut avoir une application publiée en ligne pour pouvoir jouer avec ça. Et je voulais éviter de faire ça sur les applications de nos clients. Mais en tout cas, voilà, c'est ni plus ni moins que les URL du site web. Avec le petit bémol, à mon sens, c'est que ça ne répond pas à un principe de regex, d'expression régulière, donc c'est-à-dire pouvoir faire matcher une portion de l'URL. C'est vraiment un système de préfixe. Donc j'espère qu'il y aura une évolution qui ira dans ce sens-là, parce qu'autrement, ça limite vraiment la manière dont on va structurer les URL. Et c'est parfois pas possible de forcément se baser juste sur un système de préfixe pour pouvoir router l'utilisateur. Donc ça peut être un élément technique assez contraignant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que non, personne n'a d'autres questions sur tout ça? Vous m'entendez? Non, t'es pas tout seul. T'inquiète, on t'entend. On est d'accord, Antoine, que tout ce que tu nous montres, donc c'est sur du natif et que ça risque d'être très compliqué de pouvoir l'intégrer sur des solutions hybrides, puisqu'il sera nécessaire d'avoir l'équivalent en face. Ouais. Alors clairement, Apple, même au-delà de ça, au-delà de la disponibilité des technologies sur les deux plateformes, comme je disais, les widgets, finalement, ils existent aussi côté Android et les app clips ont un équivalent Ouais. avec les Instant Apps. Donc on pourrait se dire, les technos, elles sont similaires, elles existent sur les deux plateformes. Là où Apple, entre guillemets, frappe un peu fort, c'est que côté widget, on est obligé d'utiliser du Swift UI pour pouvoir développer un widget. Donc, à moins que les technologies hybrides puissent générer du Swift UI, pour l'instant, c'est impossible de faire autre chose que du Swift et du Swift UI dans un widget. Donc, ça va être très difficile pour les technos hybrides de se caler là-dedans. Et pour ce qui est des app clips, on est limité à 10 mégas. Donc, j'aurais envie de dire qu'à partir du moment où on arrive à faire rentrer dans les 10 mégas, on peut espérer utiliser des technologies hybrides pour des app clips. Il n'y aura pas, à mon sens, de contraintes sur ce point-là, mais je ne l'ai pas testé. Si on arrive à passer sous les 10 mégas, à mon sens, c'est suffisant. Il n'y a pas d'obligation, comme sur les widgets, d'avoir une techno en particulier. Okay. Pas d'autres questions? Bon, bah du coup, ça veut dire que c'était clair. Tant mieux, C'est très clair. Ouais. tant mieux, tant mieux. Eh bien, Je confirme, c'était très clair. merci à tous. Ah, bah tu vois, t'as bien fait de venir. Je t'avais promis qu'il y aurait pas de code et que ce serait simple. Pour l'instant, j'ai pas encore envie d'acheter un iPhone, mais quand même. Ah, bon, promesse tenue, tu vois, c'était accessible.
Merci beaucoup. Ok. Bon, et bien, dans ce Ouais. cas-là, s'il n'y a pas plus de questions, si vous avez des questions qui reviennent par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de creuser et si jamais vous avez besoin de plus d'infos, d'aller creuser de ce côté-là et tester des choses. J'ai hâte qu'on puisse proposer ça à des clients. Je pense qu'il y a déjà des opportunités parmi les applications et les clients avec lesquels on travaille. Je pense surtout à Énergie et Château. Les app clips, j'ai hâte de pouvoir tester ça sur Château de Versailles. Je pense que dans une situation de mobilité, alors qu'on pourra visiter le domaine, hein, bien sûr, on sait qu'aujourd'hui avec le Covid c'est compliqué, mais mettre un petit app clip à l'entrée des salles et pouvoir scanner un app clip pour accéder au contenu, à l'audio guide d'une salle en particulier, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant et qui pourrait apporter du trafic, apporter de la visibilité à leur application. Donc, je pense qu'il y a des cas comme ça d'usage qui pourraient être très intéressants. Et puis, je pense qu'il y a toute une gamme d'applications qu'on ne développe pas aujourd'hui, mais sur lesquelles on pourrait peut-être aller pour proposer des choses en magasin, en boutique, en point de vente, faire de la digitalisation de points de vente. C'est un peu un buzzword, mais afficher un petit app clip qui permettrait d'accéder à un tunnel d'achat directement comme ça ça pourrait faire son petit effet. Donc, il y a peut-être des opportunités à creuser dans ce domaine. Au niveau des widgets, est-ce qu'on pourrait par exemple envisager un widget, par exemple pour énergie audio, qui reprendrait les titres suivants d'une web radio, par exemple? Tout à fait. Tout à fait. Alors, D'accord. il faut juste faire attention, comme je le disais, c'est qu'il y a, alors je l'ai peut-être pas assez précisé, on peut pas vraiment faire de la mise à jour en temps réel. Il faut essayer de préparer le plus en amont le contenu sur des widgets. Dans le cadre d'énergie, Peut-être plus pour des programmes alors. ouais, peut-être plus Ouais, à l'échelle d'un d'accord. programme où on est sur une durée peut-être de 2, 3, 4 heures que sur des tracks qui dureraient 3-4 minutes. Ça demanderait de faire des rafraîchissements réguliers. Après, vu que l'application tourne en tâche de fond pour l'audio, je pense que ce serait plus facile, à mon avis, de mettre à jour du contenu pour le widget que d'être comme dans le cas d'une application météo, par exemple, où l'application, il y a peu de chances qu'elle soit en train de tourner en arrière-plan et qu'elle puisse aller récupérer de la donnée en temps réel. Donc, je pense qu'il faut. Ça mérite d'être testé, mais il faut être, je pense, très prudent sur le taux de rafraîchissement de ces données-là pour éviter d'avoir un effet bof. Ok, merci. Et Antoine, ce genre de choses s'afficherait comment si on était sur du Apple Car, hein, ou je sais plus comment ça s'appelle. Les La widgets partie. sur Apple Car, Ouais, pas possible pour l'instant. Sur d'accord. CarPlay, ouais. Ouais, sur CarPlay, J'avais la ouais. même réflexion, ouais, justement, donc c'est bien réuni. Non, Merci Jérôme, merci. pour l'instant pas possible, mais à vrai dire, c'est pas impossible que ça puisse être ajouté par la suite. Sur la partie CarPlay, Apple a mis beaucoup de temps à ouvrir des API pour pouvoir customiser l'interface des applications dans CarPlay, tout simplement pour des questions de sécurité en fait. Jouer avec le tableau de bord quand on est en train de conduire, c'est risqué. Donc il y a vraiment des études qui sont faites sur la taille des boutons, il y a énormément de contraintes de sécurité associées à ça. Donc ça fait peu de temps qu'Apple autorise le développement d'interfaces custom, notamment pour tout ce qui est voiture connectée, voiture électrique, avoir la possibilité pour les constructeurs de développer des applications qui puissent récupérer du monitoring sur la voiture, ou alors pour des applications de GPS tiers, par exemple. Ça fait peu de temps que c'est ouvert. Quand je dis peu de temps, c'est 1 ou 2 ans, je crois. Donc, il y a des avancées de la part d'Apple pour ouvrir ces plateformes-là. Maintenant, je pense qu'ils le font toujours à tâtons pour des questions de sécurité. Et aujourd'hui, les widgets, du coup, pas possible. Ok, merci pour ces questions. Merci. Merci à pour votre toi. attention et sur ce, je vous dis bonne bière, hein, puisque c'est le principe de l'apéro code. Je pense que vous avez déjà trinqué sans moi. Moi là, je vais prendre un grand verre d'eau, j'ai la gorge sèche. Merci pour votre écoute.
Merci Merci, Antoine. bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut.